Depuis près de 20 ans, l'organisme montréalais Ensemble pour le respect de la diversité, en fait un organisme qui a commencé ses activités sous le nom de Fondation de la tolérance. Donc cet organisme promène ses ateliers dans les écoles primaires et secondaires du Québec avec pour objectif de rapprocher les communautés au-delà de leurs différences. Racisme, homophobie, sexisme, intimidation, en fait toutes les formes de discrimination sont nommées, débattues avec les élèves dans le but d'être ensuite combattues par eux. Akli Haït Abdallah, notre collègue, s'est rendu il y a quelques jours à l'école secondaire André Laurando. C'est un établissement de Saint-Hubert, au sud de Montréal, qui recevait la caravane d'Ensemble pour un atelier centré sur la question de l'heure, celle de la diversité culturelle et religieuse. On a 4 groupes religieux sur vos feuilles. Il y en a qui avaient juifs, il y a bouddhistes, musulmans, puis chrétiens. Fait que dans ces 4 groupes religieux-là, ça serait lequel qui est le plus sujet en ce moment aux stéréotypes? Levez votre main si vous croyez que c'est les chrétiens. OK, personne. Bouddhistes? Personne. Les juifs? Une main? Ben non, mais honnêtement, souvent, il y a quand même des mains qui se lèvent parce qu'ils sont quand même sujets à des stéréotypes aussi. Puis, normalement, c'est ça le consensus. Les musulmans, ouais, tout le monde lève la main. Gardez votre main levée si vous êtes capable de me nommer un stéréotype par rapport aux musulmans. Mais positif, là. Merguez. Lui, c'est Safe, secondaire 3, plutôt grand gaillard et sourire toujours en embuscade. Elle, c'est Audrey Haché, recherchiste à Ensemble pour le respect de la diversité et animatrice d'Escale, un atelier qui se promène d'école primaire en école secondaire. Qu'est-ce qui est intéressant avec ce projet-là, Escale, c'est qu'on parle de racisme, de discrimination, on parle de la Charte des droits et libertés québécoises, puis des religions, des différentes religions, des différents stéréotypes associés à ces religions-là, puis de l'islamophobie. Ça s'inscrit dans le plan d'action gouvernemental sur la radicalisation. En fait, on a fait notre première école avec cet atelier-là, puis ce projet-là au mois de janvier. Vous avez une identité sur votre feuille de papier. Fait qu'on va vous donner 1 minute pour écrire autour du mot, dans le fond, la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous lisez ce mot. Des stéréotypes, c'est souvent négatif, hein? Fait que soyez pas gênés d'écrire des choses c'est négatif, c'est pas parce que vous les écrivez que vous les pensez. Chinois, bon, à l'école. Moi, j'ai écrit bouddhiste, religion. Musulman. Terroriste. Chicha. Al-Qaïda. Paresseux, explosif. Et je passais tout ce qui me passait par la tête, un peu. Mais je sais que c'est tous pas vrai, c'est juste des blagues qu'on se fait. Moi, j'avais immigrant, mais j'en ai juste trouvé un, là. C'est quoi que t'as pauvre. écrit? J'ai écrit pauvre. J'avais québécois, j'ai écrit poutine, sacre beaucoup, hockey, ne parle pas anglais. On va recommencer, s'il vous plaît. Tout le monde? Située sur la rive sud de Montréal, l'école André Laurando est un grand bateau avec à bord plus de 2000 élèves d'origine chinoise, libanaise, pakistanaise, algérienne, marocaine, tunisienne, haïtienne, colombienne et aussi d'autres jeunes Québécois dits de souche aux racines plus anciennes. Le commandant de ce grand bateau, Sylvain Caron. De plus en plus, on entend parler de ce qui peut se passer au Québec, de ce qui se passe dans le monde, de ce qui arrive tout près de chez nous, comme ce qui est arrivé à Québec il y a pas très longtemps. Puis on a pris la décision de faire un atelier pour nos élèves, pour les sensibiliser encore plus, savoir comment eux vivent les différences, comment ils se perçoivent entre eux. Donc, ça nous importait de présenter un atelier de ce type-là. Alors, évidemment, avec une telle diversité dans cette école, vous êtes peut-être confronté de temps en temps à des petites situations difficiles, délicates? Oui, ça arrive qu'on doit régler ça, je dirais, régulièrement quand même, mais en général, les conflits se règlent généralement assez bien, les élèves se parlent entre eux. Je dirais que la génération d'aujourd'hui est plus ouverte que les parents ou que nous-mêmes, on pouvait l'être à la même époque. Quand il arrive des situations, que ce soit comme ce qui est arrivé à Québec ou ailleurs dans le monde, les parents nous appellent à l'école pour savoir qu'est-ce qu'on met en place et tout ça. Donc, l'inquiétude vient plus des parents, des élèves. Les élèves réussissent à gérer la situation entre eux, en échangeant ou en relativisant plus la situation que les parents peuvent le faire. Mais vous éprouvez quand même le besoin d'accueillir un atelier comme celui-là? On doit le faire parce que je pense on dit que les jeunes sont plus tolérants, mais il en demeure pas moins qu'on doit quand même, notre rôle d'éducateur est de sensibiliser les jeunes et les amener à un autre niveau. Ça nous permet aussi de comprendre leurs besoins, puis de préparer ce qui s'en vient pour l'avenir pour ces jeunes-là. Quand on parle de crimes haineux, c'est des crimes qui ont été
commis contre des personnes pour une raison spécifique. Hein. Puis si on regarde les données de 2013, la race ou l'origine ethnique, c'était la cause principale. Fait que ça, des exemples de crimes haineux, ça peut être de la violence physique envers quelqu'un, de la violence verbale avec quelqu'un qui est accompagné comme de commentaires par rapport à l'origine ethnique. Ça peut être aussi en lien avec la religion des personnes, hein, aussi du vandalisme. Quand on voit des synagogues qui sont vandalisées avec des croix gammées, c'est un crime haineux. Quand c'est des Blancs qui commettent des crimes, on dit tout le temps que genre c'est un malade mental, il y a une maladie, genre il est pas normal dans sa tête. Mais quand c'est un arabe ou un musulman, c'est toujours genre directement c'est un terroriste, c'est une merde genre. Lorsque la tragédie de la mosquée de Québec est survenue, c'était un dimanche soir, le directeur de l'école, Sylvain Caron, a réuni son équipe dès le lendemain matin. La première chose qu'on a fait, on a demandé, j'ai fait un message à l'interphone de l'école en demandant un moment de recueillement de la part de tous les élèves, tous les membres du personnel. Par la suite, on a mis en place une activité à l'heure du midi pour nos élèves. On a demandé à nos professionnels aussi d'être disponibles advenant où il y avait un débordement ou des jeunes qui avaient manifesté de la détresse ou autre chose. C'est ce qu'on a fait, ça s'est très bien passé. Mais vraiment, ce qu'on a ressenti le plus, c'est la solidarité des jeunes non-musulmans de l'école face à leurs amis. Parce qu'avant d'être musulmans, avant d'être d'une autre origine ou d'une autre religion, ils sont des amis, ces enfants-là. Ils fréquentent la même école, ils font les mêmes activités sportives, ils font les mêmes activités culturelles. Donc, il y a eu un élan de solidarité entre les jeunes de l'école, entre les amis de l'école. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va écouter un petit vidéo. C'est quelque chose qui a été fait. Est-ce que vous connaissez Infoman? Oui. Après les attentats qu'il y a eu à la mosquée de Québec, dont je suis sûre que vous avez entendu parler, hein, il y a quelques semaines déjà, il a fait un court montage de certains propos qui se disent à nos radios ici. Fait que c'est des radios de Québec, puis on va entendre pendant 2 minutes là, des exemples de propos qui se sont dits là, avant ces événements-là. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui. Il y a un chauffeur de taxi qui va essayer de vous convaincre de vous convertir. Hey, je suis musulman, je prends un congé. C'est la journée du mouton, je prends un congé. On s'en va massacrer des moutons. Nous autres... Le beau système laïque. On n'est pas fait pour vivre ensemble, ça c'est clair. Les musulmans, particulièrement... Discussion avec quelques volontaires, histoire de revenir sur tous ces mots lâchés et débattus pendant plus d'1 heure. Islam, islamisme, Coran, mais aussi Québec, mosquée, attentats, victimes, solidarité. En demi-cercle autour du micro, il y a Olivier, Corinne et Safe. 14-15 ans chacun à tout casser. Moi, je suis juste désolé. C'est triste pour tous ceux qui ont perdu leur famille. Puis, j'ai pas vraiment de haine envers ce gars-là, parce que même si c'est un malade mental, mais puis qu'il y avait pas, c'est un raciste, un islamophobe, tous les mots qu'on peut sortir. Il y avait pas à faire ça. C'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont nécessairement différents. Puis, s'il est pas content, il y a juste à pas les regarder, là. Laisse-leur vivre leur vie, puis vis la tienne en dehors d'eux. Qu'est-ce que ça change à la tienne que quelqu'un soit musulman ou d'une autre religion, peu importe, ça change rien à ta vie, là. Mais encore aujourd'hui, je vois des musulmans, même nous, notre famille, on a peur d'aller à la mosquée parce qu'on sait jamais quand un malade mental pourrait juste venir faire exactement la même chose, mais pire que ça. Vraiment? Oui, on a quand même peur. À chaque fois, quand on finit la prière, on sort un peu plus vite que d'habitude, puis on s'en va loin. On s'en va plus loin. Vu que nous, on revient à la marche, on s'en va plus loin. Puis quand il y a eu l'attentat, par exemple, ça fait longtemps, à Charlie Hebdo ou au Bataclan en France, à chaque fois on se faisait interpeller. Puis même ma mère est venue le lendemain, genre du Bataclan ou quelque chose comme ça, elle est revenue au travail, puis tout le monde la regardait croche, elle était comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis ma mère, elle a été obligée de s'excuser, on sait pas pourquoi, il y a une madame qui était vraiment offusquée. Elle était en train de pleurer, elle disait « Oh, c'est toutes vous les musulmans et tout ça ». Alors que le jour de l'événement à la mosquée de Québec, ma mère, elle est pas allée demander à la madame de s'excuser, de dire « Oh, vous avez tous fait ça ». Elle est juste restée triste, elle a été choquée, mais elle a demandé à la faute de s'excuser à personne. Après Québec, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites, vous, ici à l'école, pour que ça aille mieux? Ben, je pense que dans les écoles, il y en a, mais c'est plus dans la société en général qu'il y a beaucoup de racisme envers l'islam. Je pense que dans les écoles, on est plus jeune, puis on est plus tolérant, puis on nous en parle depuis qu'on est tout jeune, que comme, tu sais, il faut accepter les autres, puis on est un peu innocent par rapport à ça. Mais je dis pas qu'il y en a pas, mais je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je vais continuer à vivre ma vie normalement, puis à continuer à vouloir m'intéresser aux autres cultures, puis ça change rien. Puis je me sens désolée en même temps aussi de ce qui s'est passé à Québec, mais je
je peux pas rien faire de plus, je pense. Juste continuer à propager le message que c'est pas tous les musulmans, puis c'est pas tous les Québécois qui pensent absolument comme qu'il faut tuer tout le monde, qui n'est pas soi, qui n'a pas la même religion que soi, puis je peux pas rien faire d'autre de plus que ça, là. C'est déjà beaucoup. Oui, mais il y a pas grand-chose d'autre à faire. Moi, je vais juste essayer de continuer mes relations avec mes amis musulmans de toutes les autres religions, puis juste essayer de façonner un meilleur monde pour plus tard. Parce qu'en ce moment, j'ai pas vraiment un gros impact étant donné que je suis un enfant. Sûrement qu'à l'avenir, je vais faire plus attention à ce que je dis, à porter un regard différent sur le monde à chaque fois que je le regarde, puis ça me permettra d'avoir un meilleur état d'esprit. Moi, honnêtement, on dit qu'on va changer notre vision sur le monde, mais moi, j'ai pas besoin de la changer parce que déjà, depuis le départ, c'est pas après un attentat au Québec, mettons, avec Olivier, je vais dire, oh non, je suis plus ton ami parce que t'es québécois, puis il y a une personne sur plusieurs millions qui ont fait ça. Puis, peu importe, même s'il y a un attentat avec des Arabes ou Juifs, Noirs, n'importe quoi, ça va absolument rien changer avec mes amis parce que je sais que moi, je choisis bien mes amis, puis je sais que eux, s'ils sont amis avec moi, c'est parce qu'ils m'acceptent, puis moi, je les accepte, puis ça va absolument rien changer. Oui, je pense que la nouvelle génération peut essayer d'avoir une nouvelle vision, là, que justement, il n'y a pas de race. Les races, c'est relatif, c'est justement la personne que t'es, comme, c'est pas parce que t'es musulman ou que t'es catholique, oui, tu vas avoir des valeurs religieuses différentes, mais ça va pas influencer la personne que t'es. Fait qu'il faut justement, comme, ouvrir ses horizons. Quel est le pourcentage de musulmans au Québec? 3, 6, 10, 15 ou 30%? 6%. 15%? Moi, je dirais 30. Moi, je dirais 3%. C'est seulement 3%. Ouais. Puis en parlant de l'impact des médias, parce que c'est tellement un sujet populaire dans les médias, ça donne l'impression qu'il y a des musulmans partout. Mais il y a seulement 3%. À Ensemble pour la diversité, on travaille presque toujours en binôme. Aujourd'hui, c'est Valentina Solkin qui accompagne Audrey Haché. Petit échange entre les deux animatrices sur l'accueil plutôt favorable réservé à leur atelier par les jeunes de l'école. Oui, ils ont tous des amis musulmans, puis tu sais, il y a une certaine diversité ici. Puis après ça, l'autre école où est-ce qu'on est allé il y a 3 semaines avec cet atelier-là, il y avait vraiment énormément de diversité, puis ils sont d'accord avec nous. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir la prochaine école qu'on va avec ce programme-là. C'est vraiment une école hors de Montréal, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de diversité. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi comme, tu sais, leur vision, justement, parce qu'on a eu quand même, à un moment donné, début janvier, on est allé dans une école qui était justement hors Montréal, puis c'était même pas de l'atelier où est-ce qu'on parle d'islamophobie, c'était notre trame classique qu'on parle de racisme, de discrimination en général. Puis finalement, on a vraiment parti sur une tangente parce qu'il y avait les élèves avaient beaucoup, dans le fond, de questions par rapport aux immigrants, puis ils disaient, tu sais, les arguments classiques, les immigrants, ils devraient s'adapter puis faire comme nous. Fait que dans le fond, finalement, ça l'a vraiment viré en atelier sur l'islamophobie à cause des discussions que les élèves, puis les points que les élèves soulevaient. C'était de ça qu'ils voulaient parler, mais eux, il y avait vraiment une vision plus fermée. Puis tu sais, ça, c'est une école où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup, quasiment pas de diversité. Mais fait que c'est différent. Mais c'est vraiment intéressant aussi parce que puis même moi, il y a beaucoup d'idées ou de stéréotypes qui est dans la région parce qu'il y a moins de diversité, peut-être il y a plus de racisme. Mais en octobre, on est allé à Saint-Jérôme et il y avait une jeune fille musulmane. Puis elle m'a demandé, Madame, pensez-vous qu'il y a plus de racisme à Montréal ou genre dans la région? Puis j'ai dit, pour toi, c'est quoi ta propre expérience? Puis elle a dit, en fait, je trouve qu'il y a moins de racisme ici. Puis elle a dit, puis je suis la seule musulmane dans l'école, mais finalement, elle se sentait totalement acceptée. Puis moi, j'ai trouvé ça génial parce que c'était l'opposé de mon stéréotype que peut-être quand tu viens dans un petit village où est-ce qu'il n'y a pas de diversité, peut-être t'es plus raciste parce que t'as moins de diversité autour de toi. Mais finalement, pour elle était très, très, très contente à Saint-Jérôme. Je pense que c'est vraiment complexe. Puis tu sais, oui, on fait souvent des généralisations que, OK, il y a plus de diversité, il y a plus d'ouverture. Moi, j'ai l'impression de mon expérience, c'est vrai, mais c'est sûr que c'est pas toujours le cas. Puis tu sais, moi, mon anecdote contraire, c'était justement lundi. C'est vraiment, ça arrive de plus en plus. On a commis une demande spéciale d'une école pour faire un atelier premier cycle dans lequel on allait traiter d'islamophobie. La raison pour laquelle ils voulaient ça, c'était des secondaires 2. Puis il y avait une fille qui était musulmane, qui portait le foulard. Puis elle s'était faite traiter de terroriste. Fait qu'ils voulaient qu'on vienne, puis justement démystifier certaines choses. Fait que ça, c'est un exemple, dans le fond, que j'ai parmi d'autres. On va aussi à une autre école au mois d'avril qui nous ont vraiment demandé, premier cycle, le secondaire 1 et 2, de parler d'islamophobie. Fait que c'est quand même...
moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une demande qu'on commence à avoir là, des écoles de plus en plus. Ouais. Pour vous, là, c'est quoi l'identité québécoise? C'est quoi être québécois? Est-ce que les musulmans sont des Québécois? Parce que des fois, on parle, puis quand on dit Québécois, on a un certain profil en tête. Hein? Fait que je suis juste curieuse de voir qu'est-ce que vous pensez là-dessus. En fait, moi, je pense que tant que t'aimes la poutine, là, t'aimes la poutine, puis que, dans le fond, t'habites au Québec, t'es Québécois, là. Et si t'aimes pas la poutine? Oh, c'est pas un vrai Québécois, là. On peut même pas discuter? Non. Avance d'un pas si personne ne te dira de retourner dans ton pays si tu n'es pas content. OK. C'était un reportage d'Atli Haït Abdallah à l'école secondaire André Laurendeau de Saint-Hubert, au sud de Montréal. Plein d'enseignements et de rire aussi, on a entendu. On est capable de rire même sur des questions aussi sérieuses et importantes que celle-là. Notre invité, Shedly Belkodja, a écouté comme vous d'ailleurs le reportage d'Atli. Il est directeur de l'école des affaires publiques et communautaires à l'université Concordia de Montréal. Monsieur Belkodja, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ce reportage. Ce sont des jeunes de 13-14 ans, là, fin du cycle secondaire, et les deux animatrices très intéressantes aussi dans leur conversation. Évidemment, ce qu'on vient d'entendre là n'aurait pas pu avoir la même teneur il y a 35 ans ou 40 ans, puisque la question de l'immigration, de la cohabitation avec l'autre, de la minorité par rapport aux majorités, était pas du tout la même, parce que notre immigration s'est complètement transformée au fil des décennies. Oui, elle s'est diversifiée, et puis elle a évolué depuis une cinquantaine d'années au Québec, depuis quand même... Je dirais depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où on a quand même connu au Québec donc des flux migratoires, des vagues d'immigration venir de différents pays, mais pendant un moment l'immigration peut-être nous ressemblait plus. On a eu une immigration venant d'Europe, l'immigration italienne, portugaise, grecque, qui parlaient pas la même langue, mais qui partageaient la même religion. Il y avait des traits communs, et il y avait une certaine compatibilité. Ce qui a peut-être un peu changé, c'est évident, mais c'est la réalité du monde, de la circulation, de la mobilité, de la globalisation. C'est que l'immigration s'est diversifiée, mais le Québec, bien sûr, avec sa politique d'immigration, sélectionne des immigrants venant de pays francophones. Donc l'Afrique du Nord est devenue une région importante, mais il n'y a pas que l'Afrique du Nord. Non, bien sûr. Il y a d'autres, l'Afrique de l'Ouest. Et ça a transformé un peu le visage de l'immigration au Québec. Je crois que c'est la réalité. Et là où la langue désormais pose moins de problèmes pour une partie, en tout cas, de cette nouvelle immigration, maghrébine notamment, ouest-africaine, là, ce sont les questions religieuses qui vont marquer la différence. Autrefois, on était entre catholiques, alors italien, portugais, maçon, italien travaillant dans le nord de Montréal, ou dans une couturière portugaise dans une usine de Montréal, et sa collègue couturière catholique née dans Villeray dans la même usine. Il y avait des ponts, même s'il pouvait y avoir des incompréhensions. Là, la langue n'est plus un problème, mais les distinctions, la différence va venir d'ailleurs. On va focaliser, oui, peut-être sur la distinction de la religion, mais pendant longtemps, c'est vrai que l'immigrant était un travailleur, et même dans le cas de l'immigration algérienne, si je prends un exemple classique, en France, on a souvent vu l'immigrant comme un travailleur. L'immigrant s'inscrivait dans une logique du travail, et au Québec, c'était la même chose aussi dans les années 60, 70. Et le tournant, c'est les années 90, c'est ce qui s'est passé avec... c'est le 11 septembre, c'est la suite de ces événements-là, c'est la certaine crainte de l'autre. L'étranger s'est transformé. Je veux dire, on a focalisé beaucoup sur l'islam, le musulman, l'arabe, et je dirais que l'actualité internationale a alimenté cette réalité. Mm-hmm. Oui, comme vous parlez et aussi la condition même de ces immigrants venant au Québec. Ayant beaucoup plus de difficultés peut-être à s'inscrire dans l'économie, bizarrement, à parce travailler. Que la langue, ils la maîtrisent, ils sont beaucoup plus scolarisés en fait que la moyenne des Québécois, on le sait maintenant, sauf qu'ils arrivent très mal à s'intégrer au marché du travail. C'est un problème récurrent, permanent, les taux de chômage sont absolument spectaculaires. Ça crée tout ça, un bassin propice, lorsqu'arrivent des événements comme septembre 2001, tout à coup, tous les petits problèmes, les irritants peuvent ressortir. Ça crée des frustrations, ça crée la recherche du bouc émissaire. C'est un phénomène qu'on voit beaucoup aujourd'hui avec les effets de la crise syrienne et la crainte maintenant d'une espèce
d'immigration massive venant de certaines régions du monde. En Europe, on l'a bien vu. Ça crée donc des réactions et ça alimente bien sûr des partis politiques extrémistes ou des groupes. Au Québec, on a plutôt actuellement peut-être des tendances extrémistes de droite avec des groupes qui s'expriment plus librement contre l'immigration. Faut pas les ignorer, mais elles sont encore très minoritaires. Elles sont minoritaires, mais on les voit beaucoup plus. Elles se présentent beaucoup plus dans les médias et puis on en parle beaucoup plus. Ouais. Est-ce que, en écoutant le ton des conversations de ces enfants-là, et eux-mêmes, en tout cas, ces cas-là rencontrés par Attlee, et je pense pas qu'il ait fait de sélection pour nous donner toujours le beau portrait, mais c'est ce qu'il a entendu sur place, ça donne pas raison au vieil adage qui dit qu'il faut donner le temps au temps. Les enfants de deuxième génération, ces travailleurs manuels portugais, italiens qu'on évoquait tout à l'heure, dont les enfants sont totalement intégrés à la société québécoise maintenant, malgré les querelles linguistiques qu'il y a eu dans les commissions scolaires et tout ça. Est-ce que c'est pas la même chose qui est en train de se passer avec les enfants d'immigrants et de Québécois de plus vieilles racines qu'on entendait dans le reportage, qui entre eux ont l'air, oui, constatent leurs différences, les reconnaissent, savent que l'un est X, l'autre est Y, mais arrivent tout à fait à s'en accommoder, puis en rire, on l'a bien vu entre eux, là. Je crois qu'il y a cette façon de voir l'immigration en disant toujours que la deuxième génération va aller plus loin. Le cas de l'immigration vietnamienne au Québec est un bel exemple aussi. Mais avec cette immigration des années 90 et notamment certains immigrants venant de certaines régions, on voit que même la deuxième génération a des difficultés. Il y a des inquiétudes en termes d'intégration économique, de succès, donc de conditions de vie meilleures pour la suite. Mais le reportage, moi, me fait vraiment réaliser l'importance de la sensibilisation, ce travail de sensibilisation dans les écoles, qui doit se faire, oui, des fois dans des moments de crise, après les événements tragiques de Québec, mais pas seulement. C'est-à-dire, c'est un travail au quotidien. Pour moi, le succès de l'intégration, c'est dans le quotidien. Donc, c'est de voir comment les choses se font dans la réalité de tous les jours, dans les écoles, dans les espaces publics, que ça soit à Montréal, mais même dans les plus petites villes. Il y a des très belles choses qui se passent aussi en termes d'intégration dans les plus petites villes, au Québec, ailleurs, au pays. Il n'y a pas que des immigrants dans les grandes villes, même si les chiffres sont beaucoup plus importants. Mais normal, oui. Est-ce que les deux animatrices évoquaient cette question-là en parlant du cas de Saint-Jérôme, mais ça pourrait être vrai ailleurs. Et puis on s'éloigne évidemment du grand centre qu'est Montréal. La question se pose encore davantage. Les enfants avaient l'air de répondre, eux, moi, non. Cette petite musulmane de Saint-Jérôme disant, je sens pas de discrimination, je suis la seule dans mon école à porter le voile, mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une aussi grosse distinction entre Montréal, le centre et le reste du Québec qu'on le répète souvent? Je crois que la massification, donc dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, c'est sûr qu'il y a cette présence de plus grandes communautés immigrantes qui parfois donne l'impression donc que les communautés ne communiquent pas beaucoup. Dans les plus petites villes, dans les régions, dans certaines écoles, il y a beaucoup moins. Je dirais qu'il y a beaucoup plus de rapprochements interculturels. Il y a peut-être plus de connexions qui vont se faire entre différentes communautés immigrantes. Moi, j'ai vécu plus de 40 ans au Nouveau-Brunswick, à Moncton. C'est une ville aussi qui reçoit des immigrants et il y a des projets assez intéressants au niveau interculturel où on voit peut-être la communauté d'accueil mieux communiquer aussi avec la communauté immigrante. Dans les grandes villes, on le sent, c'est un peu le grand problème qu'on soulève actuellement, c'est l'écart en fait et le besoin donc de dialoguer, de faire dialoguer la communauté d'accueil, la communauté de souche entre guillemets et cette nouvelle réalité aussi du Québec qui est l'immigration venant de différentes régions du monde. Mais c'est un problème de grande ville, j'allais dire, entre peu importe la communauté ou l'individu ou le voisin, on ne se parle pas. On se parle moins, on est aussi dans un contexte individualiste, les gens sont pressés, les gens peut-être prennent pas le temps, mais certains disent et puis finalement il faut créer des micro-connexions, je dis souvent, il faut créer ces petits moments parfois spontanés, et c'est des moyens de créer un lien social dans ces villes de plus en plus multiculturelles. Vous disiez, en écoutant le reportage, à quel point c'est important cette sensibilisation auprès des enfants à l'école de façon régulière et préventive, pas seulement lors des crises.
est-ce qu'on peut pas dire la même chose, même si c'est très difficile à appliquer, dans le milieu du travail? Parce que je pense à cette surreprésentation des chômeurs dans les catégories d'immigration récentes en particulier, c'est absolument épouvantable, y compris dans l'appareil public, qu'il soit municipal ou provincial. On n'arrive pas, malgré les grandes promesses des campagnes électorales, à changer les statistiques. Elles sont toujours écrasantes. C'est scandaleux. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire en milieu de travail pour ce qui est du rapport entre les entreprises, leurs employés, leurs cadres, parce que sinon on n'en sort pas. Les récriminations sont tout à fait légitimes chez les gens en disant, écoutez, vous m'avez accueilli, je parle votre langue, je suis scolarisé, je veux contribuer, je suis jeune encore, et je peux contribuer pendant longtemps, et vous ne voulez pas de moi. Oui, c'est le paradoxe, parce que l'immigration qui arrive au Québec est une immigration économique, des gens donc qualifiés, des gens qui sont aussi exigeants, donc des gens qui ont beaucoup plus d'exigences que l'immigrant d'il y a 50 ans qui venait travailler dans un contexte très différent. Et ces immigrants-là, finalement, se heurtent à une culture du travail qui reste frileuse à l'idée de donner une première chance. C'est les ordres professionnels, il y a certaines barrières à sauter et on nous dit après ce qui s'est passé à Québec que le gouvernement est conscient et qu'il faut travailler ces questions-là, mais je crois que il y a l'entrée il y a l'accès au travail, puis ensuite il y a la culture du travail aussi, et ce qui se passe à l'intérieur donc d'une entreprise. On dit souvent que peut-être que certains employeurs sont frileux aussi à l'idée d'embaucher des immigrants parce qu'ils savent pas trop comment ça va fonctionner dans cette culture de travail. Mais ça aussi, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser. Oui, à l'école. Oui, il y a d'autres lieux qui sont essentiels pour faire ce genre de travail qu'on peut voir dans le reportage. Oui, qui donne des résultats. Parce qu'on peut pas se gommer, on peut pas disparaître, devenir québécois lorsqu'on choisit de venir ici. C'est pas changer la couleur de sa peau, se transformer, chirurgie et puis changer son nom. Hein, c'est pas ça l'objectif. Non, c'est plus. D'ailleurs, on va en parler. C'est amusant parce que on n'a pas conçu l'émission comme ça, mais il en sera question à nouveau beaucoup plus tard dans une heure, puisque je recevrai Emmanuel Catan et Naïm Catan. Le père et le fils ont réalisé des entretiens que publie Boréal, et dans une des pages, Naïm Catan raconte que lorsqu'il est arrivé au Canada en 1954 de France, mais après être né à Bagdad, en Syrie, on lui avait suggéré de changer son nom pour que sa vie soit plus facile. Il avait dit non, c'est Naïm, ce sera pas autre chose, c'est Naïm. Mais tristement, certains le font, et des études l'ont bien montré pour essayer d'obtenir un emploi, parfois on est prêt à changer de nom. Oui, ou un loyer, de se présenter sous une autre identité, ce sera peut-être plus facile. À jouer sur l'identité, oui. Terrible. Jedli Belkodja, je vous rappelle, est directeur de l'École des affaires publiques et communautaires à l'Université Concordia de Montréal. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de Des Hôtels le dimanche sur ici Radio-Canada Première.